intervention urbaine, t'as vu? Lequel? Oui, pour le truc là-haut, là. Oui, pour le truc, ouais. Non, mais On est d'accord. non, parce que oui, bon, mais Muriel t'avait transmis le... Oui. Il est 20h passé. Alors, l'appel... Valérie Lecomte, absente de pouvoir à Hugues Brissot. Hugues Brissot. Présent. Sarah Béag. Pascal Martin, absent de pouvoir à Anne Sotti. Sylvie Bocobza. Didier Mézières. Sabine Jamet, absente. Christophe Van Denneken, absent de pouvoir à Michel Fraioli. Dominique Nocture. Daniel Dess. Présent. Michel Fraioli. Roger Hadot. Grace Ribeiro. Sylvain Benayoun, absent pouvoir à Sylvie. Karine Gauthier-Jeannot, pouvoir à moi-même, Olivier. Laurent Graft. Radia Tiglit, absente excusée. Yvan Dauer, absent pouvoir à Didier Mézières. Anne Sotti. Grégory Philippe. Sophie Baquet. Jacques Bayeux. Anna-Maria Cheta, absente pouvoir à Sarah Béag. Gilles Deveau. Clarisse Paulet, Laurence Bernard, Fabien Bignolet et Aude Misnard, absente pour voir à Laurence Bernard. Merci. Donc les quorums sont atteints. Le secrétaire de séance, parmi ceux qui ne l'ont jamais été, aucun n'est présent. Grace, ça pourrait être Grace par exemple. Ça pourrait être qui n'a pas été depuis longtemps. Grégory. Grace est d'accord? Personne n'y voit l'inconvénient. Grace, nominé secrétaire de séance, merci. Le PV. Des remarques sur le PV de la séance du 28 mars. Y a-t-il des commentaires, Monsieur Bignolet? Oui, moi, page 25. Oui. En dessous de votre intervention, diminution de budget de 6,83%, j'ai rajouté le budget général passe de 15 à 12 millions d'euros. Je vais qu'on rajoute cette intervention. Merci, vous n'avez pas entendu. Vous m'avez dit pour La phrase en dessous de la diminution de 6,83% de M. le maire, j'ai rajouté le budget général passe de 15 à 12 millions d'euros. Laurence Bernard. Sur le même TV, donc page 9, Madame Aude-Misnard indique que le comité des maires est dans une association transparente. Elle insiste sur le mot transparent. On rajoute le mot transparente si ça a été dit. D'autres interventions? Je porte aux voix qui approuve le PV du 28 mars. Unanimité, merci. Alors débutons notre ordre du jour qui n'est pas très lourd, mais avec quelques sujets intéressants. Décision numéro 16 du 13 mars, signature d'un contrat de service pour le module graphique e-cimetière de Berger-Levrault pour une durée de 3 ans et un montant de 429,12 € hors taxe. Décision numéro 17 du 13 mars, signature d'un contrat de service pour les produits GVE Cloud, société Logitude qui commercialise des logiciels de verbalisation pour une durée d'1 an avec reconduction tacite pour une période d'1 an, 2 fois maximum, et pour un montant de 1 628,93 € hors taxe. Décision numéro 18 du 13 mars, signature d'un contrat de service pour les produits Arpège, MCT et Espace Agent pour une durée de 5 ans et un montant de 1 600 € hors taxe par année. Décision numéro 19 du 13 mars, signature d'un contrat pour la maintenance du parc informatique de la ville avec la société ACJ Eco pour une durée d'1 an et un montant de 13 200 € hors taxe. Décision numéro 20 du 14 mars, renouvellement d'un contrat d'assurance cyber-risque avec la société Iscox pour une durée de 2 ans et pour un montant de 972,50 € hors taxe.
Décision numéro 21 du 19 mars, signature d'un contrat de partenariat avec l'auto-école Nat Formation de Viarmes pour l'octroi pour l'année 2024 d'une bourse de 500 € à un jeune Viarmois âgé de 18 à 25 ans en contrepartie de la réalisation de 70 heures au sein d'un service de la collectivité avant l'obtention du permis de conduire. Décision numéro 22 du 27 mars, demande de subvention de fonctionnement à hauteur de 8 000 € auprès du Conseil départemental du Val d'Oise dans le cadre de l'aide à la structuration des établissements d'enseignement artistique spécialisés. Pour l'école municipale de musique, les dépenses de fonctionnement, pour rappel, en 2023, se sont élevées à 219 465,16 €. Décision numéro 23 du 4 avril, annule et remplace la décision numéro 9 de 2024. Elle demande de subvention de 49 151,83 € auprès du Conseil départemental du Val d'Oise au titre du dispositif de développement économique par la revitalisation des commerces de proximité et de leur environnement pour l'acquisition et l'aménagement d'un local commercial situé au 75 rue de Paris. Le montant total de la dépense s'élevant à 245 759,16 €. Le coût de l'acquisition des murs eux-mêmes étant de 200 000 € et le montant des travaux de 45 000 €. Décision numéro 24 du 10 avril, signature d'un devis pour un mini-séjour au parc Astérix en faveur des enfants viarmois, 9 places. Le prix du séjour est de 227,52 € par enfant. La commune prendra en charge 30% du prix, soit 68,25 €, et le reste à charge pour les familles viarmoises sera de 159,26 €, 70% du prix. Le tarif pour les familles des communes extérieures sera de 227,52 € par enfant toujours. Le montant total du séjour s'élève à 2047,75 € et le reste à charge de la commune s'élève à 614,41 € sur la base de 9 participants viarmois. Entrons dans notre ordre du jour. Le point numéro 1, la reconversion du site ex-gendarmerie. Il s'agit de l'actualisation financière du montage qui est envisagé avec Val d'Oise Habitat. Je vous lis la note et puis nous en débattrons ensuite. Mais pour être bien clair et bien complet, le sujet étant quand même un peu compliqué, le mieux c'est que je vous le lise et puis on reviendra après sur les commentaires et les questions. Alors, dans le cadre du projet de réhabilitation de l'ex-gendarmerie, sur lequel nous travaillons depuis 2019, un montage financier a été établi entre la ville et Val d'Oise Habitat afin que VOH rétrocède à la ville des espaces publics et des locaux commerciaux. La commune participe financièrement pour le surcoût induit du fait de nos demandes, notamment la réalisation d'un parking souterrain, de l'installation d'ascenseurs qui n'étaient pas prévus dans les premiers projets, et du fait de notre demande de moindre densité. Et VOH acquiert la parcelle de l'ex-librairie. Lors de la séance du 27 mai 2021, le conseil municipal a validé l'engagement de la future opération de construction sur ce site, situé au 54 et 56 rue de Paris. La délibération numéro 30 de 2021 du 27 mai prévoyait une contribution de la ville de Viarmes de 1 252 940 €. À l'époque, il n'y avait pas de notion de TVA. Lors de la séance du 19 janvier 2023, le Conseil a approuvé la demande de VOH qui souhaitait une délibération rectificative afin de majorer ce montant de la TVA pour ce qui concerne les rétrocessions. Et nous arrivions alors à une somme de 1 479 589 €, soit une augmentation de 226 649 €. Pourquoi ? Parce que la Direction générale des finances publiques a confirmé que la qualité d'opérateur économique de VOH placé dans le champ de la TVA implique que ces opérations soient soumises à TVA, ce qui n'avait pas été prévu dans la première estimation. La DGFiP, la trésorerie, a précisé que la TVA qui sera supportée par la ville lors des rétrocessions pourrait lui ouvrir droit à récupération via le FCTVA pour ce qui concerne les espaces publics, dépenses d'investissement grevées de TVA non réalisées pour une activité soumise à TVA, et via la voie fiscale pour ce qui concerne les locaux commerciaux, dans la mesure où ceux-ci seront assujettis à la TVA. On vous donne l'information dessous. La location de locaux aménagés à usage professionnel est soumise de droit à la TVA, alors que la location de locaux nus à usage professionnel est soumise à TVA sur option exercée par la collectivité. Pour précision, la TVA supportée sur la participation de la ville
du fait de notre demande, notre exigence de densité moins forte du parking souterrain et des ascenseurs, n'ouvre pas droit à récupération s'agissant d'une subvention, vue comme telle. Par courrier du 6 février 2024, VOH a informé la ville que le permis de construire avait été déposé le 22 décembre dernier et que le dossier était en phase pro. Cette phase est celle qui prépare le dossier de consultation des entreprises. Et à ce stade, VOH nous précise qu'il est nécessaire de sécuriser le montage financier et juridique de cette opération afin de permettre le lancement de la consultation des entreprises qui est prévu avant l'été. VOH indique également que le projet a fait l'objet de coûts supplémentaires qui n'étaient pas prévus, tels que les études et diagnostics complémentaires, la nécessité de cuvelage du sous-sol et passage en dalle portée du fait de la nappe qui est très proche de la surface, modification du désenfumage du parking, intégration des devantures des commerces qui n'étaient pas prévues et que nous avons demandé, de manière à avoir une logique entre les différentes surfaces qui seront créées. Intégration de diverses demandes de l'architecte des bâtiments de France, qui a demandé à ce qu'on intègre des corniches, des lucarnes, des plaquettes de briques sur une partie des façades, qui a interdit l'utilisation de PVC pour les volets et de volets roulants, y compris sur la façade arrière, et des demandes liées à l'aménagement de la place publique, par nous-mêmes, et par lui également d'ailleurs. Impact sur le montant des honoraires du fait de son calcul, puisque les honoraires sont basés sur le montant hors taxe des travaux. Et enfin, une inflation des prix très importante constatée sur l'ensemble des projets liés au secteur du bâtiment. Nous avons déjà rencontré ces problèmes-là pour notre restaurant scolaire et pour le gymnase. Le bilan financier a donc été actualisé et les derniers prix de vente sont résumés dans le tableau que vous avez devant vous. La participation de la ville, du fait de la densité moins forte du projet, n'a pas bougé. La participation de la ville pour la construction des parkings souterrains et des ascenseurs, 354 695 €, c'est du TTC, on m'avait dit, je crois, sur l'actualisation 2024. Ce qui a bougé, c'est l'acquisition de l'espace public, 504 879 versus 465 049. L'acquisition des commerces, 1 179 778 pour 400 et quelques de mètres carrés de surface commerciale, contre 894 844. Et le prix de vente de l'ex-librairie n'a pas bougé, 435 000 €. Soit un total de 1 804 352 €. L'évolution des dépenses pour la ville est donc de plus 324 763. Compte tenu de ce qui est indiqué ci-dessus, une nouvelle délibération vous est proposée afin de porter la contribution de la ville à cette somme. Les actes envisagés dans le cadre de cette opération sont les suivants. Participation de la ville matérialisée par une convention de financement dans laquelle sera mentionnée une clause de retour à meilleure fortune. La ville a souligné qu'à l'issue de la consultation, il était possible que le résultat de l'appel d'offres pour les locaux commerciaux soit plus favorable que l'estimation, puisque les premières estimations qui ont été faites l'ont été au moment où le coût des travaux était le plus élevé. On peut très raisonnablement estimer que lors de la consultation 2024, en juin 2024, nous aurons un retour justement à meilleure fortune. Étant compliqué de modifier le contrat de réservation, il était statué que la modulation se ferait par le biais de la convention de financement à hauteur de plus ou moins 20% du montant des participations villes dans le tableau ci-dessus, donc à minima 443 756, au maxima 665 634 €. Les modalités de versement de cette participation se fera selon l'échéancier suivant, 30% à la signature de la convention de financement, 50% au lancement des travaux et 20% à la livraison de l'opération. VOH doit transmettre le projet de convention de financement. Pour ça, c'est la participation de la ville. Pour ce qui concerne les commerces, la signature des 3 contrats de réservation, un pour chaque local, ont été donc créés. Une clause de substitution sera intégrée dans ces contrats sous réserve de la validation des notaires en charge de la rédaction des actes. Viendra ensuite la signature des 3 actes de VFA, vente en futur achèvement, au plus tard dans les 3 mois après le démarrage des travaux. Ces actes préciseront l'échéancier de versement des fonds qui se feront au fur et à mesure de l'avancement.
Pour l'espace public, la signature d'une promesse de vente concomitamment à la signature des 3 contrats de réservation des commerces, la vente à terme, une fois les travaux achevés avec versement en une fois au moment de la signature de l'acte de cession. Enfin, l'acquisition du bâtiment ex-librairie par VOH, la signature d'une promesse de vente concomitamment à la signature des 3 contrats de réservation des commerces, ou plutôt, puisque la délibération est prise, et signature de l'acte authentique avant notification des marchés de travaux. Il est précisé que la direction départementale des finances publiques a été sollicitée en février 2024 afin d'actualiser l'avis des domaines qu'elle avait rendu en mars 2023 et qui mentionnait pour les cellules commerciales une évaluation brute de béton à hauteur de 695 856 €. Et le foncier, où est-ce que j'en suis ? Ben oui, mais je suis perdu dans ma feuille. Et voilà, il est là, pardon, c'est bon. Et le foncier de l'espace public à 101 600 €. Il convenait d'intégrer l'aménagement de l'espace public et quelques travaux de façade pour les commerces. La ville les a relancés en mars 2024 en complétant la demande avec les évolutions de prix citées dans le tableau. À l'heure de la rédaction de la présente note, aucune réponse de la DGFiP n'est encore parvenue à la ville. Compte tenu de tout ce qui précède, il vous est demandé d'accepter les montants actualisés par VOH dans les conditions précitées et d'autoriser M. le maire ou son remplaçant, en cas d'empêchement, à signer tous les actes nécessaires à la réalisation de cette opération. Les frais notariés seront probablement répartis en fonction des actes entre la ville et VOH. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a besoin que je résume, Laurence? Petite question, en fait, c'est peut-être moi qui n'ai pas compris, mais ça voudrait dire que les commerces seront gérés par la mairie, par la commune, et les habitations par VOH. Bah, si. Enfin, ça dépend du choix qu'on... Vas-y. Ouais, il n'y a pas de notion de gestion. C'est-à-dire que nous, où on va acquérir les surfaces commerciales, d'accord, ou si on trouve preneur avant, ils interviendront directement. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr à aujourd'hui que ce soit nous qui achetions directement les 3 locaux commerciaux. Et on n'a pas vocation à faire de la gestion sur ces commerces. On a juste le choix. Quand je parle de gestion, je parle de choix de commerçants, ce qu'on a déjà du mal à faire en ce moment. C'est-à-dire qu'on a déjà du mal à trouver des commerçants qui s'impliquent et qui s'installent. Donc si en plus de ça, on doit avoir 3 commerces et trouver les commerçants qu'il doit y avoir en face, ça peut être compliqué. Alors, oui, l'idée, alors, au début du projet, la mairie se portait acquéreur des surfaces commerciales pour maîtriser justement la qualité des commerçants qui venaient, y mettre les activités qu'on souhaitait et qui nous semblaient bonnes pour l'animation de la ville. C'est pour ça qu'on a acquis le 75, le 21, le 9. Surtout ce qu'on a acquis actuellement, acquis ou Kéry ? Acquis. Actuellement, on a... L'ancienne boutiquière aussi avec le fonds. L'ancienne boutiquière aussi avec le fonds. On n'a pas acquis. On a acheté le fonds. Non. On s'est substitué à un preneur pour prendre le bail en gestion. On attend de trouver quelqu'un. Là, on a eu du mal. On a quand même acheté le fonds de commerce avec les... Il y a eu quelque chose, il y a eu une soulte versée, mais pas le montant du fonds de commerce. Sur ce projet-là de l'ex-boutiquière, oui, on a eu du mal à trouver un repreneur et c'est une agence immobilière qui est venue. Ce n'est pas notre premier choix, évidemment, mais a priori, elle fonctionne bien et ils ont fait une belle boutique et Viarme s'en porte pas mal, finalement. Sur les 3 autres surfaces, on n'a pas de problème particulier pour trouver. C'est nos preneurs qui ont du mal à faire avancer leur projet. Je parle principalement sur le 9 rue de Paris, puisque le projet de Ibar qui battait de l'aile, finalement, revient sur le devant de la scène. Après avoir refait un projet prévisionnel, ils ont eu un accord avec Initiative et un prêt d'honneur de 15 000 €. Ils ont lancé, je ne sais pas si vous l'avez vu, une cagnotte. Comme c'est un milieu très fermé, je pense qu'ils vont avoir quelques milliers d'euros, voire plus,
pour pouvoir lancer leur projet. Donc maintenant qu'ils ont eu leur prêt d'honneur, ils devraient avoir leur accord bancaire et avancer. Maintenant, ils nous parlent du début d'activité en septembre. Mais on n'avait que depuis 1 an et demi. Donc certes, ça fait une vitrine qui est inerte, mais parce qu'on ne l'a pas voulu les abandonner, parce qu'on pense que c'est un projet qui est vraiment novateur. Il n'y en a pas du tout dans le coin. Les seuls magasins en France, il faudrait regarder l'actualisation, parce que c'est la première enseigne a été mangée par une deuxième qui s'appelle Kappa, ce sont les Suédois. Ils doivent être à Paris, à Lyon, Bruxelles, je crois, ou par là, et Vire. Donc, ils sont intéressés pour aller dans les villes de plus petite taille comme ça, c'est leur stratégie. Et c'est très bien comme ça. Pour le 21 rue de Paris, on a le preneur, c'est le restaurant italien. Et pour le 75 rue de Paris, on a aussi un preneur, puisque la table viermoise devrait ouvrir quand les travaux sont finis. Donc maintenant, je ne donne plus de date. Ensuite, pour les surfaces commerciales qui nous intéressent là, le projet était donc de continuer dans cette voie-là, de maîtriser la venue pour chercher une qualité de commerçant. Vu l'augmentation des prix, qui n'était pas prévue au début, c'est-à-dire qu'on subit ça comme... Alors, on le subit à la fois parce qu'on a été exigeant depuis le début, parce que si on avait laissé faire pour ne pas avoir ces sommes à payer, notamment la participation de la ville, moins forte densité, et la demande de parking souterrain, on n'aurait pas eu ces sommes-là à payer. Mais pour que le projet puisse avancer, il aurait fallu quasiment réserver une rangée du parking Saint-Louis, puisque le PLU impose des places de parking par habitation. Je rappelle qu'il y a 25 appartements. Et non, donc on leur a dit parking souterrain. Il y avait aussi un projet de 3 maisons de ville, je crois, derrière la grosse maison de maître, entre la maison de maître et le parking. 3 maisons de ville sur toute la largeur. Non plus. Parce que c'est une belle maison qui est dans un bel écrin et qui, on cherche à limiter la construction. Donc tout ça, ça a un coût. Ils nous ont suivis, mais il a fallu qu'on les suive nous aussi financièrement. Avec des premières sommes, puis ensuite est venu s'ajouter la TVA, avec une certaine partie qui n'est pas récupérable en plus, et ensuite l'augmentation du coût des travaux et tout ce qui s'ensuit, les études complémentaires, le cuvelage et compagnie. Donc c'est plus cher que prévu, de 300 et quelques mille euros, je vous ai dit. Donc l'idée, c'est ce que disait Hugues, si on peut les revendre avant, grâce à la clause qui est ajoutée, le total du 1,8 million sera diminué de quasiment 1,179 million. Moi, je suis plutôt favorable à cette voie-là, sachant qu'on a déjà un commerce qui ne devrait pas nous poser de problème, qui est le principal, et que c'est aussi pour ça qu'on fait tout ça, c'est la brasserie. Et on a déjà au moins 3 preneurs. Donc on va lancer à partir de... Donc l'idée, c'est ça. Hein. L'idée, c'est, avant la date limite, de pouvoir céder les surfaces. Avec Bénédicte, notre chargé de projet, dès que le permis est revenu des bâtiments de France, ça ne saurait tarder. Et au tout début, voire avant le lancement de la consultation des entreprises, un appel à projet va être lancé et communiqué pour trouver les preneurs. Oui. Est-ce qu'on a une idée des éventuelles subventions et à quelle hauteur on pourrait... Alors, on a reçu un mail aujourd'hui, parce que j'avais demandé de faire la recherche. On peut avoir des aides intéressantes au niveau de la région et du département, les mêmes que celles du 75, je crois. Vous les avez? Donnez-nous le détail, Muriel, s'il vous plaît. Par contre, si on vend, il n'y a pas d'aide. Oui. Bonsoir tout le monde. Donc, en ce qui concerne... alors, on va commencer par les locaux commerciaux. Donc, comme a dit Monsieur le maire, s'il y a une vente, il n'y a pas d'aide. En revanche, s'ils sont gardés pour être loués, il y a la région Île-de-France, on pourrait prétendre avec un plafond de 150 000 € de subvention. Tout ça basé sur la base, bien sûr, de 1 179 778 du coût. On a 150 000 possibles pour la région. Le département... pourrait financer en subvention au maximum 250 000 €. 250 000 €, ce qui fait que nous arrivons à 400 000 €. Et éventuellement, on pourrait prétendre à la DETR DESIL, mais 2025, puisqu'en 2024, on a déjà eu la DETR qui a été notifiée, où là, on pourrait imaginer 471 911,20, pour être plus précise, de ce que nous a calculé notre chargé de projet. Soit donc un reste à charge pour la ville qu'on pourrait espérer pour ces 3 commerces à 307 867. J'arrondis euros. Voilà. Pardon ?
Bien entendu, comme toute subvention, à partir du moment où elles ne sont pas notifiées, voilà, il n'y a pas de certitude, mais c'est toujours un calcul qui est fait en fonction des guides et des descriptifs des partenaires financeurs. Voilà. Donc, bien sûr, et c'est un maximum aussi. Voilà. En ce qui concerne je continue peut-être sur la place publique. D'accord. Donc, en ce qui concerne la place publique, qui sera rétrocédée pour une valeur estimée au jour d'aujourd'hui, donc tant qu'il n'y a pas eu l'appel d'offres, à 504 879 €. On peut prétendre à la région pour 190 978 et à la DETR pour 220 951. Je pense que ça doit être cumulable d'après notre chargé de projet, ce qui fait qu'il resterait à charge pour cette place de 112 000 €, je arrondis à peu près. Voilà. Merci Muriel. Si on tient compte et si on considère l'hypothèse positive qu'on obtient ces subventions en ces montants-là, ce n'est pas du tout certain. Au final, pour peu d'argent, on change quand même tout notre centre-ville. On lui donne de l'air, on lui donne une nouvelle place qui sera plutôt jolie, je pense. On lui donne une terrasse pour boire un café, ce qu'on a bien du mal à obtenir ici. Le débat reste ouvert sur le point principal, à mon avis, c'est le maintien dans le giron de la commune ou la cession des surfaces commerciales. C'est un sujet qui doit encore être, à mon avis, porté à discussion, parce que quand on entend le montant des subventions et si on se dit, obtenons-les, faisons les dossiers pour les obtenir, ça peut être intéressant. On rentre dans le patrimoine de la ville, c'est-à-dire ça part pas en poussière tout ça, hein. C'est du solide, c'est du neuf, ça rentre dans le patrimoine de la ville, il y a des loyers qui rentrent, ça peut être vendable plus tard si le preneur, s'il se plaît, si ça fonctionne bien, s'il veut faire lui-même une opération patrimoniale, si je pense qu'on n'est pas dans l'obligation de garder, quoi qu'il arrive, des surfaces commerciales si le preneur il est bien intégré dans la ville, que ça fonctionne bien, qu'il a du succès, on peut céder et rentrer de la trésorerie. Moi, je suis plutôt favorable à la cession parce que même si on obtient ces belles subventions, il reste quand même derrière sa charge, vous avez dû dire 300 et quelques mille sur les commerces. On a beaucoup de projets, on a le gymnase qui s'annonce l'année prochaine, le restaurant scolaire, les travaux dès septembre sur l'aménagement de la maison médicale. Donc il nous faut des sous, on ne peut pas tout non plus passer par l'emprunt, on est limité sur notre pouvoir total d'emprunt, donc moi je serais plutôt favorable à cette voie-là si on trouve des preneurs de céder. Maintenant, c'est à discuter entre nous. Je précise qu'on a reçu la nouvelle évaluation des domaines sur l'espace public, parce que celui que nous avions avait plus d'1 an. Ils n'ont pas bougé. Hein. Il reste le montant total estimé à combien, du coup 1 million 20 000 € sur l'espace public et les cellules commerciales. On parle là du foncier. Nous, on vous annonce des chiffres qui ne sont pas là, puisqu'on a annoncé un chiffre qui est de 504 879 notamment sur l'espace public. Le delta entre l'acquisition du foncier de 100 et quelques mille et les 504 000, évidemment, c'est le montant des travaux. Si nous avions acquis cette parcelle, on l'aurait probablement payé aux alentours de cette somme-là et on aurait nous-mêmes porté les travaux et donc peu ou prou, on en serait là. Je précise aussi que l'architecte des bâtiments de France, comme ça a été dit, a imposé des définitions de qualité. C'est plus compliqué, puisque plus cher, mais en même temps, vous avez vu le 21 rue de Paris, la réalisation est belle quand même, le 75 va être très joli, il y a beaucoup de gens qui refont leur devanture, petit à petit la ville s'améliore, donc c'est important d'avoir des belles façades, des belles devantures, et moi je suis très content d'avoir des volets bois, j'étais demandeur d'ailleurs, plutôt que des volets roulants, c'est quand même une autre gueule, si je puis me permettre. Oui. Oui. Un peu plus près, je ne sais pas si ça entend. J'entends effectivement que les subventions, c'est pas sûr. J'entends bien effectivement que si on garde la gestion, on peut les avoir. Si on revend des commerces dans 1 an ou 2 ans, qu'est-ce qui se passe? Non, on n'a pas l'obligation de 4 ans. D'accord. L'obligation de le maintenir le jour. Et la deuxième question que je me pose, alors c'est vrai que moi, je vous avoue que je n'ai pas tout compris. C'est un dossier qui me parle beaucoup. Je n'ai pas tout compris.
Mais ce que j'essaie de comprendre, c'est qu'est-ce qui sécurise la somme que vous annoncez là? Et est-ce que dans 3 mois, 6 mois, on ne va pas de nouveau nous annoncer une augmentation de 100, 120, 130 000 euros parce qu'on aurait eu une véritable... Une fois que les contrats sont signés, les contrats sont signés. Si vous avez vu qu'on a mis une clause à meilleure fortune, vous avez vu qu'elle marche dans les deux sens. Mais ça paraît extrêmement raisonnable puisque ça a été évalué au plus haut des coûts. Ça a été évalué il y a peut-être 6 mois, donc là on va évaluer au mois de juin, donc 1 an plus tard, je pense que des entreprises vont commencer à avoir faim et chercher du travail. Et d'ailleurs on a déjà constaté depuis quelques mois une baisse sur le coût des travaux, en espérant que ça continue, puisque je vous rappelle qu'on relance le gymnase en fin d'année. Nous, une fois qu'on est engagé sur un chiffre, plus ou moins les 20% de la clause à meilleure fortune, nous, on en restera là. Surtout que dans les chiffrages, il y a un aléa. Il y a un aléa qu'ils ont mis. Clarisse ? Oui, ce que je voulais comprendre, c'est la clause de substitution qui pourrait être intégrée dans les contrats sous réserve de la validation des notaires en charge. Est-ce qu'on peut comprendre un peu mieux? En fait, c'est assez compliqué, hein. Nous, ce qu'on voulait, c'est d'avoir une possibilité, c'est-à-dire que l'on s'engage, et puis de pouvoir, je dirais, que quelqu'un prenne notre suite, donc par cette fameuse clause de substitution. C'est-à-dire que, par contre, on aura un délai. C'est-à-dire que, par exemple, si on signe dans 6 mois, d'accord, on n'aura peut-être plus que jusqu'au démarrage des travaux pour pouvoir être substitué et donc se dégager complètement, je dirais, de l'acquisition du local en question. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il y a 3 actes de vente, un par local, parce qu'on n'est pas sûr du tout de pouvoir être substitué sur les 3 en même temps, d'accord. Une fois qu'on aura, parce que c'est un peu plus compliqué, parce que c'est ce qu'on appelle de la VFA, donc la vente en futur d'achèvement, donc c'est-à-dire que après, normalement, le déblocage du prix de vente se fait en fonction de l'avancement des travaux. C'est-à-dire qu'on prend dans le contrat de réservation, il y a une somme qui est versée, et après, c'est en fonction de l'avancement des travaux où on nous appelle un complément de prix au fur et à mesure. Donc l'idée, c'est si on n'arrive pas à être substitué sur 1 ou 2 ou 3, ou si on est ou aucun, eh ben on sera engagé, on devra aller jusqu'au bout de la réalisation de l'acquisition. Alors après, ça veut dire qu'on mettra quelqu'un en location dedans, et qu'après on pourra revendre, mais qu'après, c'est-à-dire qu'on va supporter les frais de vente au départ. Là, ce qu'on veut faire, c'est éviter, dans la mesure du possible, c'est-à-dire que si quelqu'un se substitue, par exemple, tout de suite pour la brasserie, c'est-à-dire qu'on achèterait les 2 locaux commerciaux et la brasserie, on serait substitué par le preneur qui nous suivrait derrière, et ben on n'aurait pas les frais d'acte de celui-là, de ce premier contrat. Donc c'était aussi pour minimiser les frais, pour éviter qu'il y ait des frais en cascade, parce que bon, après à chaque fois, en plus c'est de la VFA, donc on n'est pas en droit d'enregistrement, on est en TVA, comme on vous l'a expliqué. Nous, au départ, on n'était pas sûr, maintenant on est sûr qu'on est en TVA. Il y a tout un système de récupération éventuelle de la TVA. Donc oui, de toute façon, ça reste très compliqué. C'est pour ça que comme chacun aura son notaire, VOH à son notaire, la ville à son notaire, donc bien évidemment, on reverra toutes les clauses ensemble de façon à ce que ce soit le plus protecteur pour la ville et de pouvoir se dégager, si on le souhaite, plus tôt que prévu, en fait. C'est ça. Parce que si on a signé, une fois qu'on aura signé, si on n'a plus le temps de se faire substituer, on est obligé d'aller jusqu'au bout du processus. Et on vendra que dans un second temps. Et ça veut dire qu'on aura supporté les frais et que notre acquéreur resupportera les frais aussi. Donc si on peut éviter, on évitera. Comme Olivier Dupont vous l'a dit, il y a déjà des personnes qui sont venues, qui sont intéressées, notamment pour la plus grosse partie qui est quand même la brasserie, parce que c'est ce qui va correspondre à plus de la moitié en termes de surface sur les locaux commerciaux. Bon, après, il ne nous resterait plus qu'à entre guillemets notre charge, ou de dire on prend les 2 autres locaux et on demande des subventions qui ne seront donc pas du même montant qui vous ont été indiquées, puisque les subventions sont par rapport à ce que la prix qu'on va acheter. Donc voilà, mais ça serait possible aussi de faire un mixte, c'est-à-dire de se faire substituer pour la brasserie tout de suite, c'est-à-dire que ça nous dégage
le coût financier immédiat, et puis de se dire on va se faire subventionner pour les 2 autres commerces, par exemple. Tout est ouvert en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est d'essayer d'être le plus ouvert possible, mais quand on fait ça, ça génère des complexités juridiques qui ne sont pas toujours évidentes, tout en sachant que chacun essaie de se protéger, bien évidemment. Donc, Merci Hugues pour cet éclaircissement juridique. La réponse est complexe aussi. Hein. Si on est dans les temps, elle se fera. Non, mais on la mettra de toute manière. Après, elle sera limitée dans le temps. C'est la notion qu'on ne maîtrise pas. Bon, la brasserie, je n'ai pas trop d'inquiétude. On reçoit aussi régulièrement des demandes pour les supérettes. Hein. Les Carrefour City, les Coxy, les... Bon, ça peut être bien aussi parce que ça manque. Il y en avait une qui fonctionnait bien, mais une banque est arrivée et a sorti son chéquier, donc le preneur a été sous le charme. Mais il demande. Hein. Il y a beaucoup de communes qui ont une population inférieure à la nôtre et qui ont ce genre de supérette. Hein. Donc là, au moins pour deux, j'ai pas d'inquiétude. Pour la troisième, bah, on verra. Plus on refera la ville et plus on proposera des choses belles et neuves, plus on aura de chances d'avoir des commerçants qui veulent investir chez nous. Voilà. Ça va aussi ensemble. Alors d'après mes petits calculs, pour encore quelques chiffres, si on vend les 3 surfaces commerciales, le reste à charge pour la commune sera aux alentours de 625 000 €. Et si on tient compte de la récupération de la TVA sur les espaces publics, bon, le reste à charge de toute l'opération devrait se situer aux alentours de 540 000 € pour la commune. Donc 540 000 € pour tout ce programme, pour avoir tout l'espace public rénové et la place. Voilà, c'est à peu près ça les enjeux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Michel. Est-ce qu'il serait possible, il y a 3 commerces, donc est-ce qu'il serait possible de faire un mixte? C'est-à-dire la brasserie, on comprend bien que c'est assez sécure comme commerce. En revanche, les 2 autres, ne serait-il pas utile que la mairie ait la main mise sur le choix du commerçant, en sachant que ça apporte 2 avantages, enfin même 3, celui-là. Ensuite, on perçoit un loyer et on récupère des subventions. Et puisqu'on parle de qualité de la ville, il me semble que avoir la mainmise sur le commerce, c'est une valeur importante. C'est une option qui est possible. Le seul inconvénient que j'y vois, moi, c'est, outre les frais administratifs quand même de gestion, comme disait Laurence, il faut bien faire un loyer, il faut bien évaluer, émettre les titres et puis gérer les problèmes quand il y en a avec le locataire, c'est l'immobilisation de trésorerie par rapport à tout ce que l'on a besoin de faire dans les années qui viennent. Mais pourquoi pas, hein, c'est une vision. Hein, moi, accroître le patrimoine de la commune et percevoir des loyers, c'est bien aussi. Hein, c'est très bien. Mais bon. D'autres interventions? Non, je porte... Oui, Sylvie. In extremis. Ouais, in extremis. Avant le gong. Avant le gong. Peut-être aussi que dans ce que dit Michel, il y a moyen également, si j'ai bien compris, si on garde les commerces, on aurait besoin de les garder 4 ans, c'est ça? Avant d'éventuellement les revendre. Si c'est 4, mais c'est peut-être 5 ou 3. C'est 4 ou 5 ans, en fait. Il y a un délai, forcément. Parce qu'on aura peut-être, comme dit Michel, sur les 4 ans, si on arrive, de toute façon, s'ils sont compliqués à vendre, on aura peut-être des gens qui seront preneurs de location, mais pas preneurs de fonds. C'est possible. Et effectivement, sur la brasserie, ils vont peut-être se battre, mais peut-être sur les 2 autres, garder la main mise, ça permet aussi de ne pas pourrir un centre-ville quand tu te retrouves avec des commerces très vides à côté, ça fait tout de suite pas très cohérent. Et si finalement tu récupères les subventions, c'est possible. Tu t'engages 5 ans, même si tu as des gens intéressés, d'ailleurs, tu peux leur dire vous attendez les 5 ans et vous achetez après. C'est possible, j'alerte juste sur l'immobilisation de trésorerie que ça représente par rapport à nos projets, c'est tout. Non, mais ça, c'est une réalité aussi. Alors, on peut aussi, si on les cède et qu'il y a un problème avec le preneur, on peut aussi, comme on a déjà fait, si c'est une succession de bails, intervenir. Mais bon, la première fois, c'est un outil difficile à utiliser, et la première fois qu'on l'a fait, ça n'a pas été un franc succès l'affaire. Hein.
Oui, compliqué, hein, les préemptions de bail, on a fait une fois. Hein. Et peu le font. Hein. Et comme tu dis, là, ça va être du patrimoine neuf. Oui. Donc c'est quand même, enfin, il vaut mieux être propriétaire de patrimoine neuf que de patrimoine à rénover. Hein. Oui, on a vu aussi. On a vu aussi au 21. Le durée, la complexité des travaux. Dominique. Ah bah, on sait aussi. On sait aussi. Tout ça, on est quoi, 2024, en 4 ans, on a eu l'expérience de tout ça déjà. Clarisse, ton micro est ouvert parce que tu ne l'as pas éteint ou tu veux intervenir? Je porte aux voix qui approuve donc ces nouveaux plans financiers pour avancer sur notre gendarmerie. Qui s'abstient? Qui est contre? Donc 2 contre, une abstention. 3 contre, une abstention. Jacques n'a pas de pouvoir. Non, voilà. OK. Merci. Point numéro 2. Je passe la parole à Daniel sur le SICTUB et la modification des statuts. Oui, le SICTUB a modifié ses statuts concernant 2 articles. L'article 3, qui est dans l'objet du syndicat, le SICTUB prend la compétence facultative d'entretien pour l'assainissement non collectif. L'assainissement non collectif, c'est les fosses septiques, en fait. Voilà. Bon, et puis, deuxième modification des statuts par rapport à l'article 4, et là, ça concerne des dispositions financières. Afin de pouvoir financer la prise de compétence des eaux pluviales urbaines, il a été rajouté la possibilité de fiscaliser la contribution demandée au SICTUB pour couvrir effectivement cette nouvelle compétence. Donc, par rapport à la modification de ces 2 articles statut du SICTUB, la préfecture nous demande, enfin bon, on a déjà validé ça en assemblée générale, mais c'est soumis aux différentes communes qui adhèrent au SICTUB pour approbation. Dans le cas où, effectivement, cette approbation ne passe pas en conseil municipal, c'est considéré comme favorable. Donc, en fait, on vous présente effectivement cette approbation, cette délibération. Voilà. Il y a des questions? Pour être clair, le SICTUB donc se donne la possibilité par ses statuts. En plus, on a déjà pris la possibilité. On a déjà pris la possibilité il y a quelque temps de la compétence eau pluviale. La modification là qui est apportée, c'est effectivement de pouvoir fiscaliser cette contribution par commune. Est-ce que le sujet est clair pour tout le monde? Ça appelle des questions ou non? Je porte aux voix qui approuve la modification des statuts du SICTUB. OK, abstention 2, 3, 4. Abstention. Merci. Point numéro 3, alors c'est de l'urbanisme, mais c'est aussi de l'environnement. Donc on va passer la parole à Sylvie sur l'enquête publique sur la société Tersen établissement Pichetta. Alors, enquête publique, avis sur la société Tersen établissement Pichetta à Saint-Martin-du-Tertre. Par un courrier du 29 février 2024, le préfet du Val d'Oise a informé la commune avoir pris l'arrêté préfectoral numéro C-24-020 du 16 février 2024, prescrivant une enquête publique sur une demande déposée par la société Tersen, établissement Pichetta, portant sur l'augmentation de la capacité annuelle de stockage de déchets de matériaux de construction contenant l'amiante sur le site qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Saint-Martin-du-Tertre, chemin rural numéro 2 de Saint-Martin-du-Tertre à Paris. La modification sollicitée ayant été considérée comme substantielle, elle a fait l'objet d'une demande d'autorisation environnementale impliquant l'organisation d'une enquête publique. Cette enquête publique s'est déroulée du lundi 25 mars au vendredi 12 avril 2024 inclus. Un exemplaire du dossier technique et de l'avis des services est consultable à l'accueil de la mairie. Conformément aux dispositions du Code de l'environnement, le conseil municipal est appelé à formuler son avis sur le dossier soumis à enquête publique pendant la durée de l'enquête ou au plus tard, dans les 15 jours suivant sa clôture, soit avant le samedi 27 avril 2024. Donc, en fait, ça concerne l'augmentation du volume de camions qui va venir déposer
et du passage, du nombre de passages de volume. Et en fait, ils passent de 80 000 tonnes à 110 000 tonnes déposées. Et ça ne modifie ni la structure du site, ni leur façon de travailler. Donc en fait, il y a 2 classeurs à consulter, vous pouvez y aller, mais ils ont obtenu toutes les autorisations parce qu'en fait, ça ne remet en question que éventuellement l'infrastructure des routes qui vont subir les 60 passages. En fait, ils ont droit à 60 passages à l'année, à 1000 tonnes au lieu de 600 tonnes jour. Donc ils vont avoir droit à 60 jours dans l'année, à 1000 tonnes au lieu de 600. Voilà. Laurent, c'est Laurent après. Laurent, si je peux apporter... Non, vas-y. Non, mais vas-y. Oui, pardon. Si j'ai bien compris le dossier technique, le quota annuel va augmenter. Oui. Par contre, le quota à terme à 2030 reste bloqué à ce qu'il était. Ah bah là, ça bouge pas. Ils ont dû demander une autorisation parce qu'ils étaient bloqués à 80 000 et que là, ils doivent augmenter la capacité. À 2030, ça n'aura pas augmenté globalement. C'est juste les années qui viennent qui vont augmenter. C'est ce qui explique le dossier. C'est normalement, ils sont obligés de demander parce qu'ils augmentent le volume et qu'ils avaient qu'une autorisation jusqu'à 80 000 et que là, ils montent à 110 000 à l'année. À l'année, mais à fin 2030, le tonnage complet n'aura pas augmenté. C'est-à-dire que ça se terminera probablement plus tôt que prévu. Oui, alors ça, c'est la théorie. On va suivre. C'est une question. Non, mais moi, je suis réaliste. C'est contractuel. Oui, c'est contractuel. C'est contractuel. Ils demandent l'autorisation à dépasser les quotas annuels actuels, mais au global, ça restera dans le même tonnage. Mais c'est une question ou t'as l'info? C'est une information. D'accord, ok. C'est dans le dossier. Okay. C'est pas une question. Mais de toute façon, il n'y a pas eu de remarques, il n'y a pas eu de... Enfin, les gens ont acté qu'il n'y avait pas de soucis complémentaires. Le traitement se fait de la même façon. Et à terme même, j'ai regardé tout ce qui doit être fait sur ce traitement, c'est que la 5e opération consiste à remettre en état l'espace boisé. Donc en fait, au fur et à mesure, ils sont censés remettre en état l'espace boisé quand c'est possible. Leur problème, en fait, c'est qu'il y a, je crois, à côté du circuit Carole, un pont qui est en train de s'effondrer actuellement avec des fissures. On entend tous parler de fissures en ce moment. Ah oui, on est concerné. C'est les premières, à mon avis. Donc il va y avoir des déchets supplémentaires très rapidement. Ça va donc augmenter le fameux quota actuel de 2024 et probablement 2025. Mais à 2030, le global restera le même. C'est ce qui est contractuel, en fait. Ouais, de toute façon, les communes, elles vont surveiller ça de très près. Et, c'est surtout la commune de Saint-Martin qui est sur place. Oui, surveille ça de très près. Sur Saint-Martin et les accès sont sur Vilaine. Et Patrice Robin surveille aussi les accès pour vérifier que déjà il y avait eu un problème et la route a été refaite. Donc voilà. Oui, la route, oui, c'est ça. Il y a eu un accident l'année dernière grave. Mais oui, comme tu dis, le pont, c'est pas le dernier à mon avis. Si vous avez vu des émissions en ce moment, l'état des lieux des infrastructures en général sont pas terribles. On va commencer par notre étang. Ah. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui. Pardon, Laurent. Oui, Laurent, vas-y. Oui, c'est un dossier qui me paraît quand même un peu compliqué. Parce qu'en fait, il a tout un vécu. Il y a eu... c'est pas la première enquête publique. J'ai vu que la première avait démarré en 2016 pour l'installation de cette entreprise et qu'il a fallu 2-3 ans avant qu'il s'installe, d'après ce que j'ai compris. Alors là où je suis un peu surpris, où j'ai du mal à m'y retrouver, j'ai plusieurs questionnements dessus, mais là on annonce un passage de 80 000 à 110 000 tonnes. Or j'avais lu dans une enquête publique précédente déjà une demande de passage de 80 000 à 120 000 tonnes. Donc ça veut dire que ça aurait été refusé, point d'interrogation. J'ai vu ça sur une enquête, je ne sais plus, 2019 ou autre, parce qu'ils reviennent régulièrement à la charge pour augmenter leur capacité de stockage tous les 2-3 ans. Il faut savoir que c'est un business qui marche très bien. C'est une entreprise qui a doublé son chiffre d'affaires en 3-4 ans. C'est des spécialistes du bâtiment derrière, et c'est vraiment une manne d'argent, ces centres de stockage d'amiante. C'est vrai que c'est un projet. Il n'y a pas que ça, il y a des choses inertes aussi. Et mais l'amiante peut être inerte, justement. Non, mais ils ont aussi développé une section de recyclage pour le béton. Ouais. Donc je pense que l'avenir, c'est le recyclage, en fait. Ils vont développer surtout cette portion-là. C'est ce qu'ils mettent en avant. Donc ils ont tout un cycle. Ils ne font pas que de la déchetterie, ils font du bâtiment,
Pitchetta est installé sur tout le Val-d'Oise. C'est une des plus grosses entreprises, en fait. Ils sont peut-être même en dehors du Val-d'Oise, dans l'Oise. C'est un des 2 grands leaders du domaine. Et c'est pour ça qu'il faut les surveiller, en fait. Faut les surveiller de près, parce que quand on évoquait la capacité de stockage, va-t-elle augmenter ou non, à suivre, c'est quand même un business qui va très bien, et il y a des besoins forts, parce qu'il faut bien recycler ces fameux déchets. Alors en effet, d'après ce que j'ai lu, on est quand même sur un centre de stockage qui, a priori, aurait essentiellement des déchets amiantisés inertes, qui sont dangereux. Donc là, en gros, c'est des biens qui ne vont pas se dégrader, contrairement aux matières friables, les poussières de la terre pleines d'amiante, où là, ça peut s'infiltrer, c'est beaucoup plus délicat. Donc si on a en effet que de la matière inerte, c'est déjà ça. Maintenant, elles sont séparées dans des casiers séparés. Oui, mais j'allais venir. Bon, alors après, ils ont des casiers de stockage. Maintenant, il y a toujours un risque. Et d'ailleurs, en 2016, lorsqu'il y a une pétition dessus, au niveau d'une commune, je ne sais plus trop laquelle, si c'était Bellois ou autre, je ne sais plus. Bon, ils avaient mis en avant qu'il y avait ce qu'on appelait je crois que c'est du Livitiac ou un nom comme ça. En fait, c'est ce qu'on appelle le jus de poubelle. Oui, les fameux jus. Donc c'est le mélange entre l'eau de pluie et puis la fermentation des déchets. Et donc il y a quand même une possibilité de pollution, à moins qu'on ait bien un entreposage correct. Alors ils annoncent qu'en effet, au niveau de leur casier, ils les mettent en biais pour que l'eau ruisselle et autres. Bon, ça serait à surveiller. Je ne suis pas sûr qu'ils aient les membranes de protection dedans qui, là, pour le coup, éviteront le ruissellement et que des spécialistes scientifiques demandent. Donc il y a quand même une sensibilité de ce projet. Moi, j'avoue que c'est un sujet d'un point de vue environnemental qui, comme toi, très certainement, me touche particulièrement, qui est à haut risque. On va quand même enfouir, c'est de l'enfouissement. Quand on regarde en photographie leur site, c'est des gros chantiers à ciel ouvert, ça ressemble à des mines. Ils ont de la mine aussi, Pitchetta. Et donc, avec de l'enfouissement, où on va mettre sous terre quand même de l'amiante, quelque part. Donc, moi, ce qui me fait peur, c'est que ils sont bien implantés sur le Val-d'Oise. Par contre, on a du mal à maîtriser le nombre de déchetteries vraiment spécialisées amiante comme celle-là. Et on risque d'avoir des demandes récurrentes d'augmentation de capacité de stockage parce que le métier va très bien et ils ont toutes les relations possibles avec les professionnels parce que le directeur est un ancien de chez Colas, un directeur commercial. Donc ils ont vraiment spécialiste du sujet, tout un passionne pour le sujet. C'est bien. Donc c'est un dossier à risque. Intéressant. Il est dans la commission environnement, Laurent. Mais non, mais c'est très très intéressant comme sujet. Donc j'avoue que moi, personnellement, je suis relativement opposé à ce type de dossier-là, même si on nous annonce que c'est sécurisé haute, c'est quand même de l'amiante. Et ma crainte, c'est qu'on devienne un pôle de Est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Moi, je suis pas forcément d'accord avec toi, parce qu'en fait... nous on n'en veut pas chez nous, de toute façon ça ira chez le voisin, donc c'est mieux d'essayer de bien maîtriser les choses et de regarder vraiment de près, peut-être aller leur rendre visite, on peut peut-être essayer de faire ça si ça t'intéresse, et aller voir sur le terrain exactement. Mais déjà la dernière fois à l'Usarche, là, quand il y a eu l'histoire des bâches, etc., moi les bâches j'y crois. Ce que je ne crois pas, c'est qu'ils ont en fait des contrats qui durent un certain nombre d'années. Il n'y a absolument rien qui est prévu derrière pour faire le suivi derrière ces contrats. Et si Pitchetta un jour n'a pas fait ce qu'il fallait et qu'après il reboise, ton amiante, elle est à un moment donné, elle descend dans le terrain et elle rejoint. Alors après, rejoint les nappes phréatiques. Après dans l'enquête, l'ARS a été consultée, l'eau a été consultée. Ils sont tous allés voir. Ils sont tous allés voir en dessous si ça pouvait toucher des nappes phréatiques, si ça pouvait... Bon, après, ta terre, elle sera quand même à un moment donné polluée. Je pense pas que... Bon, j'ajouterais quand même que les dossiers sont lourds, qu'ils ont eu... Évidemment, c'est des secteurs qui sont extrêmement suivis et toutes les autorisations préfectorales d'ARS, de tout ce qu'il peut y avoir, les suit de près. C'est pas une entreprise comme ça qui fait comme elle veut derrière sa petite colline et qui fait. Enfin, il y a quand même des gros contrôles. J'ajouterais aussi que c'est pas, si les affaires marchent bien, tant mieux pour eux, mais c'est pas eux qui créent les déchets, eux ils les traitent. Et donc des gens qui décident de faire des travaux, de réhabiliter, de faire le Grand Paris. Tu fais le Grand Paris, tu sors des centaines de tonnes de déchets, il faut bien les mettre quelque part. Oui, donc à un moment on crée nos déchets. L'amiante, je vous rappelle qu'on a tous grandi avec des tours en amiante partout, qu'on s'en est bien servi, que maintenant.
il faut bien la traiter. Il faut bien que quelqu'un le fasse et que ce soit bien mis quelque part. Je suis d'accord avec vous. Par contre, avoir un endroit où, à proximité, alors ça a une portée de 100 km de dissémination l'amiante après, mais avoir un endroit avec un stockage qui pourrait augmenter, qui pourrait être exponentiel, c'est quand même un risque environnemental. Et quand on regarde les listes des déchetteries qui prennent de l'amiante, tous les départements, alors c'est pareil, on ne va pas forcément dire les autres doivent prendre, mais il y a des départements qui sont plus protégés que d'autres. Ça, c'est très clair. Ah oui, on voit des départements qu'on ne trouve pas dans les... Le 95, ça a été la poubelle du Grand Paris quand même, faut le 93, il y a des choses sympas. Ah si, c'est une réalité, il y a des enquêtes dessus. Le mot est fort peut-être. Le Nord aussi. C'est pour ça qu'on s'est révolté d'ailleurs. Non, on s'est révolté parce on recevait des déchets du Grand Paris, on est même taxé sur le Grand Paris, on ne bénéficie pas du Grand Paris, c'est surtout comme ça. Non, et en plus on leur sert, parce que tu m'excuseras, mais tous les déchets inertes là, qui nous ont ramenés chez tous les agriculteurs qui, en fait, moyennant un peu d'argent, nous mettent des mètres cubes de choses, là, c'est pas terrible. Je ne sais pas où il y en a. Est-ce qu'on en a plus, nous, que d'autres? Je n'en sais rien. Mais enfin, on ne peut pas toujours dire aussi, on construit, on rénove nous-mêmes nos maisons et on ne veut pas voir nos déchets. À un moment, il faut les voir. Mais tu as raison, il faut que ce soit contrôlé et il faut que ce soit justement réparti sur toutes les populations. Il n'y a pas de raison que nous, à proximité, on en ait. Mais il n'y a pas de raison non plus qu'on n'en ait pas. Oui, mais il y a des endroits. Olivier, oui. Il y a un plan, disons, départemental, enfin non, régional, d'élimination des déchets qui est établi, etc., sur le plan national et régional. Et en Ile-de-France, c'est pas le Val d'Oise qui a le pompon, c'est la Seine-et-Marne. C'est la Seine-et-Marne qui récupère. Mais je suis d'accord avec toi, Daniel. J'ai regardé Seine-et-Marne, 93, nous. Pas de 92, pas de 78. Oui, mais il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est qu'on a fait il est en train de faire le métro express régional, là, etc., avec on creuse des tunnels, etc. On creuse des tunnels et on récupère, alors que le sol est naturel, on récupère de la terre polluée. Alors qu'elle est déjà en place, etc. Parce qu'en fait, il y a des terres qui sont polluées par nature, de par, effectivement, la présence d'amiante, de par, quelquefois, des matières même un peu radioactives, quelquefois. Et c'est pas dans les Hauts-de-Seine et en Seine-Saint-Denis qu'on va pouvoir les... Bon, donc, en fait, le plan régional, effectivement, définissait des zones, effectivement, de stockage sur le... Voilà. Et on envoie même des déchets en Belgique. Oui, ça, je sais. Ouais. On en a d'autres dans le Val d'Oise On a Louvre. Je crois qu'ils sont à Louvre également. Ils sont à Pierrelet, bien évidemment. Leur site principal est à Pierrelet. Puis ils doivent avoir du côté de Cergy-Pontoise, peut-être. Bon, en tout cas, pour les gens qui sont intéressés, l'enquête est accessible encore pendant 1 an. Si vous souhaitez la consulter, il faut la demander à l'accueil. Elle se situe à l'urbanisme, mais elle peut être mise à votre disposition pour les gens qui sont curieux et qui veulent se renseigner. Voilà. Oui, justement, c'est à Épinay qu'on ne voulait pas qu'ils nous mettent des trucs. Refermé, lui. Et ça a marché. Maintenant, ils vont nous mettre des photovoltaïques à la place. Est-ce que le débat est clos ou il y a d'autres interventions, Laurent? Je fais le tour. Je porte aux voix qui est contre ce projet-là. 1, 2, 3. 3 contre. Qui s'abstient? 1, 2, 4, 5, 6. Et le reste pour, nous sommes d'accord? Merci beaucoup. Un point pour terminer l'ordre du jour sur les ressources humaines, création d'un poste de responsable espace vert voirie à temps complet. Pour pouvoir nommer le nouveau responsable du service espace vert voirie, qui remplace le précédent qui est parti il y a peut-être 2-3 mois, dont la mutation interviendra au 1er juin 2024, et il convient de créer un poste de responsable du service espace vert voirie à temps complet. Ce poste sera créé sur les cadres d'emploi d'agents de maîtrise et d'adjoints techniques territoriales. Le nouvel arrivant étant titulaire sur un grade d'agent de maîtrise, le grade d'adjoint technique principal de première classe sera supprimé dès sa nomination, qui était le grade détenu par l'ancien responsable. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la création du poste de responsable des services espace vert voirie à temps complet sur les cadres d'emploi précédemment cités à compter du 1er juin 2024 et donc la suppression du grade d'adjoint technique principal de première classe.
C'est un emploi d'agent qui remplace un autre emploi d'agent, mais là, ce que vous savez, on avait évoqué la dernière fois quand on avait supprimé beaucoup de postes, chaque agent qui vient a son degré de progression dans sa carrière et il faut fermer, ouvrir des postes. Donc là, on en ouvre un qui correspond à sa compétence et on en ferme un qui ne sera plus occupé, en tout cas dans les mois ou les années qui viennent, puisque l'agent est parti. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ce point-là. Pas de questions. Je porte voix. Qui approuve la création? Unanimité, merci. Monsieur qui a l'air très bien d'ailleurs, qui arrive le 1er juin, et qui est déjà venu alors qu'il ne travaillait pas encore, venu faire un tour dans les services pour s'imprégner de l'atmosphère. L'ordre du jour est terminé. Réponse aux questions. Donc on avait un ordre du jour assez faible, donc je vais répondre aux questions. Puis après, s'il y a des gens qui souhaitent intervenir, je crois qu'il y a des annonces à gauche, à droite à faire. On les fera dans la foulée. Question du groupe d'opposition. Quelle est la nature des travaux qui vont commencer avenue Clémenceau? Donc vous avez tous vu que des travaux depuis le nouveau poste de Bellois ont eu lieu au bord de la route, qui sont actuellement au-dessus, je ne pense pas qu'ils s'est passé en dessous aujourd'hui, mais au-dessus du pont de la gare. Donc il s'agit d'adapter les réseaux électriques à l'évolution de la demande. C'est le réseau HTA qui est concerné. Le réseau HTA, c'est celui qui... Il y a beaucoup de réseaux, il y a les plus de 400 000 volts, il y a ceux qui sont interrégions, et puis il y a ceux qui amènent l'électricité sur nos appareils électriques. Donc c'est ce câble-là qu'il faut grossir pour que ça réponde, plusieurs même, qui répondent à la demande actuelle qui a évidemment évolué et qui prépare aussi l'avenir. Pas de durée, alors il y a pour quelques mois de travaux. Pour l'instant, ils n'ont pas fait de demande particulière d'arrêter, donc ça ne va pas tarder, j'imagine, puisqu'ils sont là, donc ils vont évoluer. Pour l'instant, on n'a pas encore de choses extrêmement précises. Ils ne sont pas rapprochés des services techniques à cette heure. Mais bon. 6 mois de travaux. Mais ils ne s'arrêtent pas à Clémenceau, hein, parce qu'ils continuent sur la rue de Paris. Hein. Oui, c'est fait déjà, sur le Gaudron, Jaurès, par là. C'est la plus grosse tranche. Les réunions préparatoires ont eu lieu. De mémoire, ils sont censés passer dans les rues de Paris au moment des vacances, peut-être cet été, pour éviter les problèmes de bus réguliers. Pourquoi faire une inauguration de l'espace Stade de Verdure le 1er juin alors que les travaux ne seront pas terminés? Comment ça, les travaux ne seront pas terminés? Il paraît que l'engazonnement ne sera pas fait. C'est ce que je mets dans ma question, en particulier l'engazonnement. Alors, il a été fait aujourd'hui, donc il n'y a pas de sujet. On ne parle pas d'un mètre d'eau, on parle de l'engazonnement. De l'espace qui est derrière Jeannot. C'est fait, c'était fait aujourd'hui. D'accord. J'avais l'information contradictoire. Bon. Au 14 juillet peut-être. En attendant, pendant un mois, donc, ça me permet de faire un point donc, sur tout ça. Donc, tu nous parleras de ta fête de l'eau après, auquel on colle justement l'inauguration le 1er juin du théâtre de Verdure. Une pré-réception a eu lieu aujourd'hui avec les entreprises. J'annonce solennellement que les jeux sont ouverts, que la passerelle bois est ouverte et les boulistes ont déjà pris place sur les terrains de boules, donc c'est ouvert aussi évidemment. L'engazonnement a été fait aujourd'hui, ils ont travaillé toute la journée, ils n'ont pas encore terminé. Il y a les deux bordures qui sont près de l'étang derrière l'arrêt de bus sont à reprendre parce que ça a été mal fait. On leur a dit avant qu'ils le fassent ou pendant qu'ils étaient en train de le faire, mais ils ont continué, donc maintenant il faut tout reprendre. Qu'est-ce qu'il reste à mettre? Il reste le kiosque. Les kiosquiers sont venus travailler 2 jours, lundi et mardi, sur le kiosque. Il y a des choses à dire encore, mais ça ne fuit plus, l'eau coule bien. Jeannot m'a dit que ses chaises et ses tables étaient livrées semaine prochaine et que dès qu'on a réceptionné le kiosque, ce qui n'est pas fait officiellement pour l'instant, il prend place et il s'installe. Il en a pour une petite semaine d'installation et on peut espérer que mi-mai, tout fonctionne. Il reste à installer, les lumières sont mises, tout est mis en place. Il reste à installer des bancs
bancs béton, des bancs avec un joli béton qui vont être en face de l'étang, derrière l'arrêt de bus. Là, il y a 4 bancs qui vont être mis en face de l'étang. Des bancs béton, donc pas des bancs en bois. Tous les bancs, bois ont été mis. Et il reste aussi un vieux banc qu'on a gardé sous les tilleuls, les anciens tilleuls, qui a été restauré par les équipes techniques et qui est en attente de pose. Oui, c'est pas encore branché par EDF. Les travaux de l'étang, restons sur l'étang, les bordures de massif sont des plaques de fer, oui, ça s'appelle du Corten, donc ça a été choisi à l'époque parce que c'était beaucoup plus qualitatif qu'une bordure béton. Et puis on s'est rendu compte quand ils les ont mis il y a 2 mois que d'abord c'était pas bien droit, et pourtant c'est des plaques qui font 40 cm de haut mais trop fines. Et au final qui s'avère dangereuse. Donc les services techniques ont commandé pour un montant d'environ 1 000 €, ont commandé des goulottes caoutchouc qui vont être collées dessus, parce que c'est trop dangereux ce truc-là. Oui, c'est pas ce qu'on attendait. C'était ce qui était prévu dans les dossiers, donc on n'a pas fait retirer, mais au final c'est pas. On en voit régulièrement des choses comme ça, mais c'est pas. Ça peut être plus qualitatif à l'œil, mais c'est dangereux et puis c'est pas bien droit. Un peu trop fin peut-être. Pourquoi aucun séjour jeune n'a été présenté et discuté en commission jeunesse? Il faut réunir les membres de cette commission pour pouvoir en discuter et ne pas choisir seul. C'est le but d'une commission. Nous voudrions à l'avenir que cela soit au minimum présenté et non être mis devant le fait accompli. Sinon, quelle est l'utilité de cette commission qui ne se réunit que très rarement? Sarah, tu prends le point? Alors, tout simplement parce que cette année, on avait décidé que nous voulions aller à Morcotte pour les colonies de vacances et que les transactions avec Morcotte se sont faites. On était parti sur certaines structures d'accueil, mais que ces structures d'accueil se sont avérées que ça ne pouvait pas fonctionner au niveau de la réglementation. Donc, on a cherché autre chose sur Morcotte, avec l'aide, bien sûr, de la mairie de Morcotte. On a essayé des auberges de jeunesse, on a essayé des campings en Suisse, en Italie aussi, parce que, voilà, la Suisse, c'est pas toujours facile. Mais en fait, il s'est avéré que ça nous a pris du temps et qu'on a eu comme réponse des réponses plutôt négatives du type « on est déjà plein », etc., etc. Bon. Donc on était embêtés. Le service jeunesse a contacté les sociétés avec lesquelles elles ont l'habitude de travailler pour obtenir des devis. Et il n'y a qu'une seule société, un seul prestataire qui a répondu. Et voilà pourquoi il n'y a pas eu de commission pour choisir où seraient envoyés les enfants pendant les vacances, parce qu'on n'a pas eu le choix, il n'y en avait qu'un. Voilà, donc voilà. On passe à la question suivante ou il y a un commentaire qui s'annonce? Non, on aurait pu aider, mais non. Sûr? Non, il est éteint là. Il est éteint. En commission, on aurait pu en discuter ou échanger, mais c'est pas le cas. La commission avait décidé Morcotte à l'époque. Non. Si. Seul, mais pas avec les élus de la commission. Non, la commission s'était fait. Le choix de Morcotte était fait en commission et. Bon. Tu n'as pas ton micro branché, Sarah, si tu veux intervenir. Oui, mais pour la suite, il est exact, c'est ce que Sarah vient de vous dire, que le délai. Parce que moi j'insistais vraiment, je souhaitais qu'on renoue ces liens avec Morcotte, parce qu'un jumelage. Dominique est bien placé pour le dire, même s'il y a des vrais liens d'amitié entre les adultes, c'est quand même par les enfants, et tu rentres d'un voyage, tu nous en parleras peut-être, et c'est un gros succès. Un jumelage, ça passe aussi par les liens d'amitié qui se créent entre les jeunes. Donc je voulais et je veux encore recréer cette colonie. C'est compliqué, mais je trouve que c'est quelque chose d'important. Et donc ça a pris du temps, et au moment où on s'est dit on laisse tomber parce que ça marche encore pas cette année, il n'y avait plus grande place ailleurs. Donc pas de choix, donc ils vont là-bas. Non, pas de choix. Et donc ils vont où d'ailleurs? On l'a dit déjà. On l'a vu dans les décisions, je crois. Ah bon? C'est bien. Ah, c'est Astérix dans le. Oui, c'est pas ça alors. Ils vont pas Astérix une semaine. Il y a autre chose. Ouais. Alors ensuite.
Mimizan, dit Sarah, qui n'a toujours pas son micro. Pourquoi le financement de la deuxième BAFA n'a pas été appliqué pour les jeunes de la ville? L'argument de dire qu'un agent doit avoir ce financement ne tient pas, car c'est financé par la formation interne. C'est une fois de plus un recul dans la politique de jeunesse pour faire des économies. Non, c'est une notion économique, en fait. C'est parce que... Ah ben vas-y. Non. J'étais en train de réfléchir à ma phrase et vas-y, très bien. Donc c'est une notion économique, en fait. Amandine nous avait bien proposé 2 BAFA pour les citoyens et 2 BAFA pour les agents. Mais en fait, au niveau du budget, tout simplement, il n'y a qu'un BAFA qui a été retenu pour les citoyens et un BAFA qui a été retenu pour les agents. C'est tout. C'est tout simplement ça. Et attention, le BAFA pour nos agents est payant. Hein. Oui, de la même manière. C'est pas de la formation interne, c'est pas pris en place par le CNFPT. C'est payant. Mais quels sont les autres reculs de la politique jeunesse que vous indiquez? Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'est-ce qu'on n'a pas fait ou... On pourrait parler du gymnase, on pourrait parler de tout un tas de choses. Le restaurant scolaire qui est toujours repoussé. Enfin, bon, voilà. Donc des choses, on a déjà expliqué 10 fois pourquoi, mais exactement, ça passe pas. C'est ça. Et donc ça rentre pas. Faut qu'on le réexplique. Pas dans les priorités. Donc on peut réexpliquer. C'est une priorité comme le reste. Voilà. Il se trouve que dans le cheminement des projets, c'est arrivé exact au pire moment où c'était possible, et que ça sera représenté en fin d'année. Je ne sais pas comment je peux le dire autrement pour que ce soit entendu. Le restaurant est toujours d'actualité, bien qu'on ait quand même fermé une classe l'année dernière et que c'est un peu léger en ce moment sur les inscriptions maternelles. Il faudra peut-être un jour qu'on explique aux citoyens aussi pourquoi on met 600 ou 700 000 euros dans un restaurant scolaire alors qu'on perd des enfants. Mais c'est toujours relancé en fin d'année pour l'instant, hein, on n'est pas revenu dessus, et idem pour le gymnase. Ce n'est pas remis en cause, c'est la conjoncture qui nous bloque. Des projets avancent, des projets sont bloqués, c'est comme ça, on fait avec, mais ils ne sont pas du tout fermés. Et j'ajouterais même qu'il y a une demande de subvention qui doit être en cours ou qui va être lancée pour ce qu'on appelle un pump track. Je vous en ai déjà parlé, au niveau de Maspoli, sur une surface d'un anneau de peut-être 200 ou 300 mètres. C'est une très belle subvention. On a ce projet-là, donc voilà, la jeunesse n'est... C'est le conseil municipal. La jeunesse, pour le moins, est au centre de nos préoccupations, comme toutes les tranches d'âge d'ailleurs. C'est grâce au conseil municipal des enfants. Oui, absolument. Que des projets avancent. C'est un projet qu'ils ont. Grâce. Oui, on a parlé, puisqu'on est sur le thème de la jeunesse, je voudrais qu'on revienne sur la décision du maire concernant la bourse au permis de conduire. Je voulais savoir combien de jeunes étaient impactés. 1 cette année, et on a eu personne l'année dernière qui voulait le faire, c'est ça? Il y a 0 l'année dernière. D'accord, parce que je trouve que 70 heures pour une aide à hauteur de 500 €, c'est énorme pour moi. Je ne sais pas, ça représente... C'est beaucoup? C'est le goulag. Oui, parce que si tu veux, moi toute peine mérite salaire, on aide, mais en même temps, voilà, c'est pas gratuit. Il faut un engagement du jeune qui est motivé par son permis de conduire, il en a besoin et en échange, il s'investit dans la vie. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le volume d'heures peut-être, je sais pas. Je suis tout à fait d'accord avec vous, sauf que les 70 heures, pour moi, je trouve que c'est énorme. C'est la moitié d'un temps plein. Ouais, c'est la moitié d'un temps plein. Oui, c'est pas mal. Voilà, je pense qu'il faudrait revoir cette partie-là. Pour le BAFA, c'est pareil. Pour moi, ils viennent aussi aider. Mais je suis d'accord. Non, mais ça fait un salaire à 1 000 € à temps plein, oui, c'est peut-être un peu élevé. Ouais. Ce serait plutôt pas mal qu'on puisse revoir ça. Ok. Question suivante. Travaux zone de l'Orme. L'ancienne auberge a été surélevée d'un étage. Est-ce que la construction respecte le PLU avec un règlement de 11 mètres de hauteur? Aucun affichage légal n'est présent. Merci. Alors oui, bien évidemment, vous pensez bien qu'on a l'œil sur ce chantier qui a démarré sans autorisation, bien évidemment.
Hein, on le sait bien, hein, c'est pas la peine je ne suis pas là pour vous cacher les choses. Alors, ce monsieur, il est venu nous rencontrer avec Olivier il y a déjà quelques mois, en nous disant que donc c'était lui qui avait acheté le bien en question, et il voulait reprendre l'activité, refaire un café, bar, restaurant, comme il y avait autrefois à cet endroit-là, puisque dans sa désignation, quand il a acheté son bien, c'est exactement ce qui y figure. Donc nous, on a dit sur le principe, on n'a pas d'objection à ce que la chose revive quelque part. Bien évidemment, il nous a dit oui, mais bon, je voudrais faire des travaux. Oui, ben, quand on voit l'état où c'était le bâtiment, ça ne pouvait pas être autrement non plus. Il est arrivé avec un projet qu'il m'a montré, c'était pas satisfaisant, donc je lui ai dit qu'il fallait qu'il retravaille le projet. Et puis entre deux, il a commencé à dégager ce qu'il y avait autour. Et puis subitement, la toiture a disparu, mais ça a été très rapide, hein, ça a été l'histoire d'un jour ou deux. Donc je l'ai rappelé. Donc il m'a dit qu'avec son architecte, ça n'allait pas, donc il avait changé son architecte, qu'il allait me redéposer, bien évidemment, tout ce qu'il fallait. Je lui ai donc fait un courrier en fin de semaine dernière pour bien évidemment lui dire que c'était stop, il ne fallait plus rien qu'il fasse, qu'il fallait déjà qu'il régularise ce qui était fait au vu du PLU et voir si c'est conforme. Donc j'ai eu un retour cette fois-ci par son architecte qui m'a dit qu'il me déposait tout ça avant le 5 ou 6 mai. Donc je vais attendre de voir, mais bien évidemment je suis vigilant, mais c'est pas évident, hein, parce que chez certains les travaux ça avance très vite. Chez d'autres, quand on voit nous la difficulté qu'on a des fois à planter un clou, il y en a qui arrivent à désosser une maison en 48 heures, à refaire un étage. Donc c'est assez... je me demande même si je ne vais pas me rapprocher de l'architecte et des ouvriers, parce que quelque part il y a des choses à creuser, je pense, là-dessus. Mais bien évidemment on surveille. Merci Hugues. On nous signale que l'éclairage de l'ancien skatepark et de la piste de pétanque est hors service. Il est pas hors service. Et alors on a été obligé d'aller vérifier suite à votre question. Il a été... Alors qu'est-ce que vous appelez hors service? En panne ou arrêté? Ce sont des virements qui nous ont signalé que c'était plus allumé. Donc... Alors moi, j'ai pas le souvenir de l'avoir vu allumé, mais donc il fonctionne, mais il a été éteint volontairement il y a un certain nombre d'années, m'a-t-on dit, parce qu'il y avait trop de nuisances de nuit. Donc il a été éteint pour ça, mais ils sont du coup allés le voir et il fonctionne. Et il y en a 2 qui sont grillés, m'a dit Benjamin, je crois. Y a-t-il des travaux rue de Verdun? Quand vont-ils commencer? Non, c'est une rue qui est notée dans les rues à refaire, comme un certain nombre d'autres, mais pas. Vous l'avez vu quand vous avez étudié le budget, il n'y a pas de travaux prévus rue de Verdun cette année. Si elle est concernée, la rue de Verdun, elle est concernée par un projet demande de subvention en cours aussi, de mise en place de feux récompenses aux alentours autour de l'intersection de la rue de Verdun. Mais sinon, pas de travaux rue de Verdun. Pourquoi personne n'a été prévenu pour le ravage de la flamme sur l'Arc de Triomphe? Comme toujours, vos services ne nous préviennent pas, et nous découvrons ça avec les associations qui ne comprennent pas l'absence réelle de communication. Donc pas de reproche aux services, ils ne sont pour rien, hein, et les services font ce que les élus souhaitent. Pour ce qui était de l'Arc, ça a été géré par les anciens combattants qui ont fourni une liste au service et qui ont lancé l'invitation à la liste qui avait été fournie par les anciens combattants. Moi, je ne l'ai pas regardé derrière. Mais après en avoir parlé avec Valérie, chaque événement, maintenant quel qu'il soit, elle me soumettra s'il y a besoin de faire une liste ou pas. Mais vous dites que vous n'êtes jamais invité où, par exemple Au salon de l'art aussi, le salon qui a eu lieu pour remettre le prix de la ville. Le salon de l'art, c'est une association. Hein. Pareil. Ils nous ont expliqué qu'on leur a bien demandé à la mairie qu'il fallait inviter tous les élus. On n'a jamais reçu. Pareil pour les anciens combattants. Est-ce que vous avez reçu les invitations pour cette journée-là? Non plus? Non. Donc, quand ils disent tous les élus... C'est pas ciblé contre eux, c'est que personne n'a reçu, en fait. Donc, il y a un problème. Et puis, quand l'association des Beaux-Arts organise son salon, c'est elle qui lance ses invitations. Et donc, quand M. Puck explique qu'il faut inviter tous les élus de la commune... C'est bien tous les élus de la commune, donc y compris les conseillers municipaux. Mais je ne sais même pas si une démarche a été faite près des services pour lancer l'invitation. Et en tout cas, personne ne l'a reçu. Je vous explique la version qu'on nous a donnée de l'association. Okay.
Ok. Et donc c'est pareil pour les anciens combattants. Donc sachez que c'est pas contre vous, c'est les associations qui ne remontent pas les informations. D'où, voilà. Si. En l'occurrence, c'est les associations qui disent tous les élus, et derrière, c'est pas. Non, mais encore faut-il vérifier que cette demande est bien arrivée au service. Peut-être, hein, je n'en sais rien. Oui, mais enfin, pourquoi ça vous fait sourire? Parce que si ça arrive pas, ça arrive pas. Ils nous l'ont expliqué, on l'a fait clairement, et on nous a montré le mail. Donc je ne sais pas. Moi, je peux pas tout dire. En tous les cas, est-ce que vous avez été invité à l'Arc de Triomphe? Clarisse, Anne, vous avez reçu une invitation? Bon, bah donc voilà. Là, juste à préciser que c'est pas lié à certains élus, c'est que le système est probablement à revoir. Intervention, Anne. Dominique, vous avez des interventions. Après, s'il y a des questions diverses et variées. Sylvie pour sa fête de l'eau. Michel peut-être, je ne sais pas. Anne. Pour Pascal, donc, hein, commission culture. Pour la commission. Oui. Alors, concernant l'EMM Camille 500, premièrement, lundi prochain, le 29 avril, à 19h30, salle Saint-Louis, entrée libre, la première restitution du travail des élèves ados et adultes du théâtre. La salle Saint-Louis, 19h30. J'ai pas mal d'annonces. Alors, concernant justement l'association des Beaux-Arts, donc présente une exposition à Entrepôt pour le samedi 27 avril, donc samedi prochain, de 14h à 17h. Exposition également visible aux heures d'ouverture de l'atelier, mardi 9h, 12h et de 14h à 17h. Les peintres de l'atelier ont réalisé plus de 60 tableaux de paysages exposés au premier étage du bâtiment. Vous verrez des paysages d'ici ou là, des rues de ville ou de village. Ce sera l'occasion de découvrir ce très beau parc, ouvert au public depuis peu, si vous ne le connaissez pas. L'après-midi du samedi 27 avril, quelques peintres de l'atelier seront en activité, et si le cœur vous en dit, vous pourrez vous joindre à nous avec crayon ou pinceau. Si vous êtes disponible, une visite nous fera grand plaisir. Voilà, donc samedi qui arrive. Alors, suite pour l'EMM Camille Saint-Saëns. Dimanche 2 juin, c'est à l'abbaye de Valmont, 15h. Donc c'est un projet départemental en scène qui est présenté. Donc c'est dimanche 2 juin, 15h, abbaye de Valmont. Le samedi 8 juin, festival musique et nature. Donc il va clôturer la semaine qui commence par la fête de l'eau. Ce sera alors à 15h30 balade comptée, 17h un conte musical. 18h, moment convivial, restauration sur place, et 19h, un concert d'ensemble. Voilà, et le 21 juin, l'EMM va participer à la fête de la musique. Et puis, il y a eu quelques auditions de la classe guitare le 12 juin, audition de la classe piano le 14 juin. Voilà, merci. Merci Anne. Dominique. Oui, je voudrais revenir sur ce que tu as dit concernant les Beaux-Arts. Donc, personnellement, j'ai reçu un message de M. Pleu que je voulais savoir s'il y avait d'autres élus qui étaient aussi. Voilà. Oui, aussi, donc ça c'est passé. Voilà, d'accord. Alors, ensuite, concernant le séjour de jeunes à Teubercury, d'habitude, il y a 14 jeunes qui partent. Cette année, on n'en a eu que 11. 11 de 13 à 17 ans. Ils sont encadrés par le Renaud et Pierre, le service enfance jeunesse. Cette semaine a vraiment été placée sous le signe de la convivialité intergénérationnelle, parce que c'est vrai que nos membres de comité de jeunesse vieillissent à Teubercury comme à Vial, mais par contre, ça s'est très bien mélangé avec les jeunes, beaucoup de bonne humeur. Alors, je remercie les jeunes pour leur remarquable participation à la fois aux danses traditionnelles irlandaises, au chant. Ça a vraiment apporté la vie à ce site. Et aussi, je remercie Renaud et Pierre pour leur professionnalisme, c'est vraiment, ils sont très bien. Et aussi pour les liens d'amitié qu'ils ont su créer avec nos amis irlandais. Alors, tu parlais tout à l'heure, Olivier, des jeunes qu'il fallait effectivement les mettre en contact, l'avenir c'était eux. On a pris contact avec un professeur du collège de français qui malheureusement n'avait pas été prévenu nos jeunes. Et qui va demander à Katrina que la prochaine fois, il soit vraiment prévu. Et il y a eu 2 demi-journées au collège avec des reçus dans les classes d'art plastique, travail du bois, ce serait pas bien.
et les enfants, puis aussi du théâtre, différentes activités, et les jeunes ont vraiment adoré ce contact avec les élèves de là-bas. Les familles nous ont envoyé des mots de remerciement à notre retour, et il y en a un qui est particulièrement intéressant, une dame qui a conclu « Ma fille est revenue avec des étoiles plein les yeux ». Et je dois dire que chaque fois qu'on va à Cloverterie, si vous êtes déjà allé, vous revenez aussi, vous, avec les étoiles plein les yeux. En tout cas, moi, ça fait 27 ans, bientôt au mois d'octobre, j'en ai plein les yeux aussi. Voilà. En ce qui concerne maintenant quelque chose de plus proche, c'est le théâtre. Donc, samedi et dimanche, il y a du théâtre Saint-Louis, Fort-en-Thune. Donc, c'est une troupe, la troupe Moulin et compagnie, qui est bien connue, qui est déjà passée à Gare plusieurs fois, et qui travaille de temps en temps, tous les ans, au CSL de l'IADA. Donc, on vous invite à venir. C'est 1h30 de rire et puis d'humour. Merci Dominique. Sylvie? Alors, une première information, je vais aussi vous parler de la journée de l'environnement intercommunal qui aura lieu le 28 mai, si je ne m'abuse, c'est un samedi, et qui se passera sur la commune de Bellois, où vous pourrez également retrouver nos syndicats. N'hésitez pas à venir le 1er juin, oui, 2 week-ends consécutifs pour parler d'environnement, c'est pas de trop, en fait. C'est plutôt pas mal. Oui, peut-être, mais en même temps, nous, c'est une fois tous les 2 ans. Donc, le 25 mai pour la journée interco à Bellois. Et nous, nous faisons notre 2e fête de l'eau sur la journée du 1er juin, qui commencera d'ailleurs sur la salle Saint-Louis par une conférence donnée par Monsieur Dess ça s'appellera Eau et inondation. Et je vous invite, si vous êtes curieux, à venir. Il vous prépare une vraie conférence intéressante et qui parlera de sujets sérieux. Et en même temps, on est aussi sur cette journée-là pour ça. Et le théâtre de Verdure vous accueillera à partir de 10h jusqu'à 17h avec des stands de syndicats, des animations. Nous ferons également l'inauguration du théâtre de Verdure à 11h. 11h30, vous aurez un spectacle sur l'eau qui vous attendra. Des associations sortent aussi pour vous faire des animations. Que les enfants n'hésitent pas à venir. Nous vous proposerons des animations avec des petits bateaux téléguidés sur l'étang. Si vous n'avez jamais testé, c'est l'occasion. Et plein d'autres animations vous attendent sur la journée. Également, une course de l'eau, une diagonale de l'eau aura lieu à 14h. Venez, ça va être drôle, ça dure 1 heure. Monsieur le maire sera présent pour regarder cette année. Il y a 2 ans, il a participé. Cette année, il regarde les autres participer. Mais je vous invite à venir, c'est 1 heure de plaisir et de joie. Voilà. Je vous souhaite une bonne visite. Merci Sylvie. D'autres, pas d'intervention? Questions? Michel, et puis après... Ce samedi, je crois qu'il n'y a plus de place, mais néanmoins l'annonce demeure. Jazz au sous-sol en mairie a lieu samedi à 20h30 cette fois-ci. Merci Michel. Grégory, retour sur événement peut-être aussi? On m'entend. Oui, je voulais vous montrer la une du Parisien, peut-être que vous l'avez déjà vue. Donc de mardi, où Viarme fait la une sur un événement culturel. Chapeau. Oui, donc vous savez que dimanche, on a eu l'événement sur la mémoire de la ville de Viarme, en collaboration avec Agnières, mais un petit peu aussi avec les autres communes environnantes. Matin, hommage rendu à 2 aviateurs tués dans le cimetière d'Asnières-sur-Oise avec une belle cérémonie courte mais émouvante. D'ailleurs, je me souviens que la fille de l'aviateur qui était à côté de moi avait les larmes aux yeux. Vraiment, elle était touchée de ce geste de nos concitoyens, de nos associations, nos élus, avec les anciens combattants aussi qui ont été là vraiment pour donner du panache à ce moment-là. Et les enfants. Et les enfants du conseil municipal des enfants. Très important de voir ça pour cette femme aussi, de voir que ça se transmet dans les générations.
Et l'après-midi, nous avions donc monté cette exposition débat, salle Saint-Louis. C'était un projet qu'on a travaillé pendant 3 mois, hein. Donc c'est à la fois court, en même temps c'est long, mais bon, on a d'autres choses à faire aussi en même temps. Je voulais dire qu'on avait fait une très belle collaboration, notamment avec Fabien, qui, en tant que prof d'histoire et de formation d'historien, a apporté une certaine rigueur aussi au cadre de recherche. 3 mois de recherche dans les archives, 3 mois de discussion aussi sur quel profil donner à cette expo. Et puis on a eu la chance. La chance, c'est de tomber sur les bonnes personnes au bon moment. Et donc il a suffi de deux témoins de l'époque. Mais quel témoin? C'est quand même une femme qui voit le crash en direct. Et puis cet autre témoin, Aline, qui a une mémoire extraordinaire. Et qui un personnage qui s'est fait vivre. Elle fait revivre les événements. Ça, on l'a tous vu lors du débat. Donc voilà, et puis aussi une équipe derrière qui est capable de faire des images, ce qu'on ne sait pas tous faire dans le comité des fêtes. Donc il y a une bonne complémentarité qui je pense, montre notre savoir-faire. Et donc la suite, on va essayer donc de continuer sur ces projets de mémoire, puisqu'on a encore Popek à faire venir à Vierne. Et je pense que s'il lit la dernière phrase de cet article, on parle de lui. Donc c'est une invitation. Voilà. Déguisé. Très bien. Bravo en tout cas pour cette journée. C'était vraiment très intéressant. Découverte de moments d'histoire de la vie locale que, pour ma part, je ne connaissais pas du tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci à toutes et tous. Je clôt. Oui, j'oubliais, merci Muriel de me le rappeler. J'avais oublié. Le 9 juin, il y a des élections. Une seule journée. Il faut que ceux qui n'ont pas répondu et qui ont été contactés par Steven répondent. S'ils peuvent être présents, on tourne. Donc ce sera au gymnase et on a toujours 3 créneaux. Hein, ça ne change pas, ça. Voilà. Vous avez tous eu, si vous pouvez répondre, si vous pouvez être présents, s'il vous plaît, c'est important. Il y a des gens qui viendront nous aider, mais c'est bien que les élus soient présents pour cette journée d'élection. J'ai terminé. Merci à tous. Bonne soirée.